Bonjour à tous, bienvenue à Mediapart, bienvenue Julia Cagé. Bonjour. Avec Anton Rouget, on va vous interroger sur votre dernier livre, Le prix de la démocratie, qui est publié chez Fayard et qui est un livre passionnant sur la manière dont les partis politiques, les idées sont financées en France par le privé et par l'argent public. Alors avant de commencer, je vous présente en quelques mots. Donc vous êtes professeur d'économie à Sciences Po Paris. Vous êtes entre autres membre de l'Observatoire de l'éthique publique et on vous a déjà reçu notamment pour parler d'un précédent livre sur les médias, Sauver les médias, je crois que c'était le titre, sur la manière dont les médias sont financés en France et la nécessaire indépendance. Alors ensemble, on va parler de deux actualités, en fait. D'abord les Gilets jaunes, parce que c'est un mouvement qui pose évidemment la question de la représentation, de la crise de la représentation en France. Et sur ce sujet, vous apportez une démonstration très intéressante dans votre livre. C'est l'idée qu'au fond, il n'y a pas seulement un manque de représentation dans la classe politique des classes populaires, mais qu'il y a aussi un système en France qui finance surtout les idées et les préférences politiques des plus riches et pas du tout ou très peu les idées des classes populaires. Et puis, la deuxième actualité, et ça on va en parler d'abord avec Anton, c'est la publication vendredi dernier des comptes des partis politiques français, donc il y en a plusieurs centaines. Hein. Ça a été publié vendredi un peu dans l'indifférence générale, ça dit pourtant pas mal de choses. Anton, je te laisse la parole. Oui, donc bonjour. Voilà le premier élément peut-être sur lequel on voulait vous interroger, c'est le retard finalement dans la publication de ces comptes. C'est les comptes donc des partis pour l'année 2017, année chargée en élections, la présidentielle et législative. Beaucoup de médias ont effectivement chroniqué finalement la publication des comptes de campagne de cette année-là, mais sont accessibles depuis vendredi quelques données assez parcellaires, lacunaires sur le financement des partis en 2017. Qu'est-ce que vous en retenez finalement ? Déjà, la première chose, c'est que c'est vraiment problématique qu'il faille attendre 2019 pour avoir la publication des comptes de partis de 2017. On a eu relativement tôt les comptes de campagne des candidats à la présidentielle. Ça a pris énormément de temps d'avoir les comptes de campagne des candidats aux élections législatives. D'ailleurs, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes, notamment si ces comptes sont rejetés en termes de légitimité de l'élection. Et là, seulement maintenant, en 2019, on a les comptes de 2017 qui sont des comptes relativement incomplets. Il n'y a pas beaucoup d'informations pour donner un exemple, mais c'est pour montrer à quel point c'est peu soigneux d'une certaine manière. Dans les comptes des partis de 2017 est reportée l'aide publique aux partis de 2016 et pas celle de 2017, ce qui fait que si on calcule ensuite la recette totale des partis, on a l'impression que la République En Marche est plus pauvre, entre guillemets, que ce qu'elle n'est vraiment, puisqu'elle a touché énormément d'aides publiques à partir de 2017. Ce qui manque également, c'est que finalement, on a des informations, par exemple, sur les dons reçus par les partis, mais c'est pas du tout croisé avec les informations sur les dons reçus pendant la campagne, alors qu'on voit très bien que si un citoyen voulait financer, par exemple, la République En Marche en 2017, il avait plusieurs moyens de le faire. Il pouvait financer directement le parti La République En Marche, donc ça à hauteur de 7 500 € pendant l'année, mais il pouvait également faire un don à la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, 4 600 €. Il pouvait faire un don également pour les législatives. Et c'est vrai que si on recoupe pas toutes ces différentes informations, finalement, on a une vue assez partielle de ce qui s'est passé il y a 2 ans maintenant. Malgré ces lacunes, on peut quand même extraire quelques chiffres. Il y en a un qui est assez marquant, qui est le total des dons reçus par La République En Marche, un tout jeune parti en 2017, 10 millions d'euros, au-dessus des Républicains, du PS, de tous les partis politiques, largement au-dessus du PS. Et en même temps, un parti socialiste aussi qui n'a plus aucune base sociale en 2017 et qui reçoit plus de 20 millions d'euros d'aide publique. Là, je crois qu'à partir de ces données-là, on est vraiment sur le cœur de votre sujet, qui est finalement les incohérences dans le financement de la vie publique avec la réalité finalement du pays. Le problème sur les aides publiques, c'est la manière dont elles sont versées en France, puisque les aides publiques en France sont versées par intervalle de 5 ans en fonction des résultats obtenus aux dernières législatives. En fait, pour être tout à fait précise, il y a 2 parties. Une partie qui est fonction du nombre de voix obtenues au premier tour des dernières législatives, et une partie qui est fonction du nombre de parlementaires qui se rattachent à votre parti chaque année. Mais en général, ça c'est assez stable, donc ça dépend essentiellement du nombre de voix obtenues aux dernières législatives. Ce qui fait qu'en fait, on a en 2017, on a en 2016, mais ça apparaît dans les comptes de 2017, encore un financement public extrêmement important pour le Parti socialiste, mais surtout ce qu'on voit ensuite, c'est l'effondrement des recettes du Parti socialiste avec des charges extrêmement lourdes pour le Parti socialiste. Ça, c'est vraiment frappant dans les comptes. On voit son endettement déjà présent et son endettement à venir, notamment au
travers des charges salariales, aussi maintenant au travers des charges de loyer, puisqu'on a eu un déménagement du Parti socialiste. Et ce qui est vraiment frappant, c'est la lourdeur finalement des institutions partis. Donc on a un parti qui était au pouvoir pendant longtemps avec beaucoup d'élus, donc beaucoup d'aides publiques et aussi beaucoup de cotisations de la part des élus, donc qui a accumulé des postes de dépenses et aujourd'hui c'est plus vraiment y faire face. Sur les dons reçus par la République En Marche, c'est extrêmement frappant. En fait, moi ce qui me frappe, c'est à quel point de ce point de vue-là, la République En Marche, qu'on dit ni de droite ni de gauche, apparaît comme un parti de droite. Si on fait des comparaisons internationales, on regarde dans tous les grands pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, les États-Unis, on regarde combien touchent ces différents partis. Les montants totaux touchés varient entre les pays en fonction des régulations, mais il y a une constante, c'est que les partis plus conservateurs économiquement reçoivent systématiquement plus de dons que les partis plus à gauche économiquement. Là, on a le parti qui a reçu le plus de dons en France en 2017, qui est la République En Marche, avec plus de 10 millions d'euros de dons. Et ce qui est extrêmement frappant également, c'est que par contre, la République En Marche ne reçoit aucune contribution de la part de ses élus. Ce qui est assez étonnant, parce qu'il faut quand même savoir comment ça se passe normalement pour la plupart des partis. C'est que les élus reçoivent leur rémunération d'élus et en reversent un pourcentage à leur parti. Alors le pourcentage reversé varie en fonction des partis. Et en fait, si on regarde, en général, les partis les plus à gauche reversent beaucoup plus, et les partis les plus à droite tendent à reverser moins. Historiquement, au Parti communiste, les élus reversaient tout et touchaient un salaire du Parti communiste. Si on regarde aujourd'hui Europe Écologie Les Verts, on a un reversement relativement généreux. Au Parti socialiste, ça peut être supérieur à 10%. Chez les Républicains, on est plutôt autour de 2-3%. En fait, c'est défini nulle part officiellement le pourcentage de la rémunération qui doit être reversée. Et la République En Marche, c'est zéro. Et c'est intéressant de regarder... Qu'est-ce que ça dit de la structuration du mouvement ? Pourquoi est-ce que les élus sont pas priés de mettre au pot, de contribuer au... Ça dit déjà du manque de transparence. Parce que si on regarde les statuts de la République En Marche, c'est marqué dans les statuts de la République En Marche que les élus vont reverser une quote-part de leur rémunération d'élus au parti. Et c'est marqué que ce pourcentage sera fixé en bureau de la République En Marche. Et ça n'a jamais été voté. Donc pour l'instant, ils n'ont toujours rien reversé à leur parti. Alors l'argument officiel qui est souvent utilisé par la République En Marche, c'est de dire, écoutez, nous on est un parti nouveau, donc on n'a pas beaucoup de charges, on touche plus de 20 millions d'euros d'aide publique, donc en fait on n'a pas besoin en fait. De cet argent supplémentaire. Ce qu'on entend beaucoup dire, et ça c'est triste, les élus derrière les portes, c'est cet argument selon lequel les élus, la République En Marche auraient fait un énorme sacrifice financier en devenant députés, donc on n'allait pas en plus leur reprendre une partie de leur rémunération. Ce que ça montre surtout, c'est que ça manque un peu de l'esprit d'un parti politique. Normalement on fait pas de la politique pour gagner de l'argent, on fait de la politique pour défendre des idées, ce qui suppose justement de permettre la bonne tenue et la bonne marche du parti. Sur la question des dons, il y a également finalement le sujet qui est un sujet politique de la sociologie des donateurs de la République En Marche. Évidemment, il n'y a pas les données dans les comptes tels qu'ils sont présentés. Par contre, il y a eu les Macron Leaks, notamment, qui permettent sur les années 2016-2017 de voir finalement comment la machine s'est organisée et quel était le cœur de cible des donateurs de la République En Marche. Vous, comment vous avez travaillé sur ces données-là et qu'est-ce que vous en retenez sur la structuration du mouvement? Alors il y a différentes choses. Moi, la première chose que j'avais faite dans le livre et que j'avais commencé à écrire en 2014, c'est-à-dire avant Emmanuel Macron, et malheureusement le système est corrompu avant Emmanuel Macron, sauf que Emmanuel Macron a poussé, on va dire à l'extrême, cette espèce de corruption du système qui fait que ce sont les plus riches et les plus favorisés qui financent les partis politiques, ce qui a un impact très fort ensuite sur les politiques mises en œuvre. Donc si on met une minute entre parenthèses le cas Macron et qu'on regarde la structure des dons aux partis politiques en France en fonction des revenus des donateurs, et on peut le faire à partir de l'utilisation des données fiscales, on s'aperçoit qu'en général, les dons aux partis politiques sont massivement un phénomène de classe. Si on regarde l'ensemble des dons privés, des cotisations des adhérents, des contributions des élus, vous avez moins de 1%, 0,79% des foyers fiscaux en France qui déclarent chaque année un don à un parti politique. Si on regarde parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, ils sont plus de 10%. Maintenant, si on regarde le montant moyen des dons, le montant moyen des dons d'un donateur parmi la moitié des Français les plus modestes, c'est 120 €, et on comprend très bien pourquoi, parce que les Français n'ont pas les moyens de donner davantage. Parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, c'est 5 245 € en 2016, donc c'est quasiment le plafond et c'est le don moyen. Vous avez énormément de dons au plafond à 7 500 €. Maintenant, si on regarde les chiffres pour Emmanuel Macron, ce qui est vraiment frappant, c'est le nombre de dons
au plafond, à 7 500 euros. Vous avez plus de 665 dons qui ont été à 7 500 euros depuis la création de La République En Marche, ce qui a représenté plus de 5 millions d'euros. On est au tiers du montant total des dons reçus par le parti depuis sa création. Alors il y a un problème en France, c'est qu'il n'y a pas de la transparence sur les donateurs, ce qu'il faudrait absolument introduire. D'ailleurs, on a ça dans toutes les autres démocraties, même pas les plus fonctionnelles. Je veux dire, on a ça aux États-Unis, on a même la transparence au Brésil, en Inde, on ne l'a pas en France, mais quand même il y a des journalistes qui ont travaillé à partir des données anonymisées et qui ont travaillé sur la location géographique des dons. Il y a un article qui a été publié dans le journal du dimanche où ils ont regardé les 14 millions d'euros de dons reçus par La République En Marche depuis sa création. Vous en avez la moitié qui viennent de Paris. Une ville comme Lille, c'est 31 000 euros. Une ville comme Londres, c'est 800 000 euros. Et ça apparaît très clairement dans les Macronleaks, puisque dans les Macronleaks, il y a des échanges de mails, notamment avec le trésorier de la campagne, où ils organisent des dîners, où il y a des plans de table, on les voit très bien, il y a le nom des personnes autour de la table, et il y a la valeur de la chaise. Et la valeur de la chaise, c'est 7 500 euros, donc vous avez des dîners, on va faire un dîner à 220 000 euros, là on va faire un dîner à 240 000 euros, et puis ensuite il y a 150 000 euros de dons qui viennent des États-Unis, de New York, et ça a été exactement la même chose. Pourquoi c'est problématique? Encore une fois, c'est légal. C'est le système qui est problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce que si vous êtes Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République, et que vous allez faire campagne, ce qu'il a fait à Londres auprès des financiers, à New York auprès des financiers, des millionnaires, ce qu'on vous dit, c'est, écoutez, Emmanuel Macron, je pense que la priorité, ça va être, 1, de supprimer l'exit tax, ça nous coûte un peu d'argent quand même, puis 2, de supprimer l'impôt sur la fortune, et puis 3, quand même, on a rétabli récemment la progressivité de l'imposition sur le capital en France, ça nous coûte trop cher, donc on va mettre une flat tax à 30%. Et en fait, ça explique les politiques mises en œuvre par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron met en place ces politiques économiques aujourd'hui qui favorisent ceux qui ont financé sa campagne électorale. Alors il y a un autre sujet que vous abordez dans votre livre qui est important, qui est même un scoop en fait, parce que vous avez accédé à des données fiscales que nous, en tant que journalistes, on avait demandé et qu'on n'avait pas eu. Vous êtes intéressé aux réductions fiscales qu'accorde Bercy aux donateurs des partis politiques. Et vous démontrez que c'est à peu près 50 millions d'euros par an, puisque, on le sait, quand on donne un parti politique, c'est à peu près 60%, 66% qui est en fait pris en charge par l'État, qui est offert aux donateurs sous forme de réduction fiscale. Donc si vous donnez 6 000 euros, au fond, vous ne payez que 2 000 euros. Donc c'est 50 millions de réduction fiscale par an, et sur ces 50 millions, c'est plus de 30 millions qui sont en fait accordés aux 10% de Français qui ont les revenus les plus élevés. Donc au fond, vous dites, l'État finance surtout les préférences politiques des plus riches. Oui, et ce qui est encore plus frappant, c'est que ce sont les plus pauvres qui financent la préférence politique des plus riches. Pourquoi? Parce que si vous faites partie de la moitié des Français les plus modestes qui paient beaucoup d'impôts, mais pas l'impôt sur le revenu, dans ce cas-là, vous n'allez pas donner 6 000 euros, mais même si vous donnez 600 euros, là, vous allez payer les 600 euros plein pot. Parce que quand vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, et que le système qu'on a mis en place, c'est un système de réduction d'impôt, on aurait pu mettre en place un système différent de crédit d'impôt ou d'abondement. Non, on a mis en place un système de réduction d'impôt. Vous pouvez pas bénéficier de cette réduction-là. Donc en France, quand on est pauvre, on paie plein pot. Quand on est riche, on paie que 1/3 de ce qu'on donne. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que si on regarde les barèmes de cotisation des différents partis, par exemple Europe Écologie Les Verts, on a des barèmes qui sont progressifs. Finalement, ce système de réduction d'impôt vient annuler, voire inverser la progressivité des barèmes. Donc si vous êtes étudiant, vous êtes censé payer un montant plus faible, mais comme ça vous coûte plein pot, à l'arrivée, vous payez plus que quelqu'un qui gagnerait bien davantage que vous. Ce qui est frappant, c'est en termes de montant. Si on additionne les montants des réductions d'impôts associés aux dons aux partis politiques et associés aux dons en campagne électorale, on arrive environ en 2016 à 62 millions d'euros. Le financement public direct des partis en 2016, c'était 63 millions d'euros. Donc on dépense autant d'argent pour le financement public direct des partis qui représente, on va dire, le vote de l'ensemble des citoyens, donc là c'est 1 euro par Français, que pour les réductions d'impôts associées aux dons faits par une poignée de quelques milliers d'individus. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'en France on est dans une plutocratie, c'est-à-dire un gouvernement par les plus riches, pour les plus riches, ou est-ce que vous n'allez pas jusque-là? Enfin, c'est quoi le degré de...
Ça dépend par rapport à quel pays on se compare, mais oui, je pense qu'en France aujourd'hui, on a introduit un nouveau sens avec un C caché, qui est les dons privés aux partis politiques et aux campagnes électorales, et notamment depuis 2017 avec Emmanuel Macron et La République en marche, on tend de plus en plus vers la plutocratie. Et ça, c'est aussi associé à ce qu'on évoquait rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire à la structure du financement public, parce que d'une certaine manière, si je devais les excuser, entre guillemets, ce que je ne veux pas faire, mais si on veut prendre quand même une vision globale des choses, une des raisons qui explique pourquoi on a une telle course au financement privé en France de la part de En Marche, c'est le fait que ce parti n'avait pas le droit à des financements publics directs. Je précise direct parce qu'en fait, dès 2016, il a bénéficié de financements publics indirects à travers la réduction d'impôts. Mais ils n'avaient pas le droit au financement public direct. Donc en fait, pour vivre ou pour survivre, c'était soit les dons privés, soit le parti disparaissait. D'ailleurs, si on regarde ce qui s'est passé plus à gauche de l'échiquier politique avec un mouvement comme Nuit debout, ils ne se sont pas structurés parce que, en fait, vous n'aviez aucun millionnaire qui était prêt à financer Nuit debout. Si on regarde le programme économique de Nuit debout, on comprend pourquoi. Donc le parti n'a pas pu vivre. On pourrait avoir quelques philanthropes à l'américaine qui ouais, mais alors on manque de culture de la philanthropie de ce point de vue-là en France. Donc moi, je pense que c'est le système dans son ensemble qu'il faut réformer. Ce qui suppose quoi ? Ce qui suppose deux choses. D'une part, une limitation drastique du montant des dons. Donc moi, je propose un plafond à 200 € pour les dons aux partis comme pour les dons aux campagnes, parce qu'en fait, 200 €, on voit dans les données que même des Français parmi les plus modestes sont prêts à faire ce geste financier, notamment à travers leur contribution comme adhérent à un parti politique. 7 500 €, on dit chacun est libre de donner 7 500 €. Non, je suis désolée, si je gagne le SMIC, je ne suis pas libre de donner 7 500 €, je ne les ai pas. Donc déjà, limitons les dons privés dans la loi pour réégaliser chaque Français face au financement de la démocratie. Et on rend tout ça transparent ou pas ? On publie la liste des donateurs ou... En fait, si on limite... Moi, je pense que dans... Ah non, je pense que dans l'état actuel des choses, si on a des dons supérieurs à 200 €, il faut publier la liste des donateurs. 200 $, c'est le plafond qui est utilisé aux États-Unis pour publier la liste des donateurs. 500 €, c'est le plafond qui est utilisé en Italie pour publier la liste des donateurs. On est à peu près dans le même ordre de grandeur au Royaume-Uni, en Allemagne. Donc si on garde les montants des dons actuels, oui, il faut rendre public l'identité des donateurs. Si on les limite à 200 €, finalement, on rend ça un peu moins important parce qu'on n'a plus que des toutes petites contributions. Mais ce qu'il faut mettre en face, et ça, c'est vraiment important d'essayer de le mettre dans le débat public, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un mouvement de rejet du politique. Si on ne veut pas être dans une plutocratie, si on ne veut pas que, comme actuellement, la vie politique soit capturée par les financements privés, il faut un financement public, généreux et conséquent de la démocratie. Moi, je propose les bons. Alors vous voulez tout refondre, de fond en comble. Oui, mais c'est pas très compliqué. Ouais, allez-y. Non, mais je propose de reprendre les montants actuels consacrés aux réductions d'impôts qui ne bénéficient qu'à une poignée d'individus et les montants actuels consacrés au financement public direct des partis politiques, et de remplacer ça par ce que j'ai appelé les bons pour l'égalité démocratique. C'est quoi les bons pour l'égalité démocratique ? C'est 7 € d'argent public donnés chaque année à chaque citoyen, indépendamment de ses revenus. Donc c'est le même montant pour chaque citoyen, c'est égalitaire, qu'il peut attribuer au mouvement politique de son choix. On pourrait profiter du fait que chaque année tous les Français déclarent leur impôt sur leurs revenus et qu'ils, au moment de cette déclaration, indique au gouvernement, à l'administration fiscale, le mouvement politique auquel ils souhaitent voir attribuer leurs 7 € d'argent public. Et je dis que si jamais, et ça c'est tout à fait possible, vous avez des citoyens qui ne sont pas satisfaits par l'offre politique, donc il n'y a aucun mouvement politique auquel ils souhaitent voir attribuer 7 €, c'est possible. Dans ce cas-là, on garde la répartition actuelle en fonction des résultats obtenus aux dernières élections législatives. Mais au moins, ce système a le mérite d'introduire un certain dynamisme. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un financement public de la démocratie qui est annualisé. Donc si vous avez un nouveau mouvement politique qui émerge, par exemple le parti des Gilets jaunes, par exemple, ça serait un mouvement politique qui pourrait être financé avec de l'argent public dès cette année en fonction des préférences exprimées par les citoyens. Il y a une question inévitable quand on pose le diagnostic, quand on voit l'état politique du pays aussi, c'est quelle est la réception finalement de votre réflexion par les responsables politiques, et pourquoi ils se saisissent pas de ce sujet-là, pourquoi le quinquennat de François Hollande, pourquoi les parlementaires de gauche n'ont pas poussé ces questions-là sur la transparence, sur la refonte de la réglementation, etc. Parce que ces questions, il faut les pousser avant les élections. Il faut les pousser fondamentalement dans un programme. Une fois que vous êtes élu, malheureusement, vous n'avez pas vraiment intérêt à les pousser. Si vous êtes au Parlement, ça veut dire que vous bénéficiez du système d'aide publique actuel, vous n'avez
n'avez pas vraiment intérêt à ce que ça soit annualisé, parce que vous prenez quand même le risque d'en perdre un peu. Si vous avez été élu comme député, même comme maire ou comme président de la République avec des dons privés, vous n'avez pas vraiment envie de voir tarir cette source de financement. Ce qu'il faut, c'est une mobilisation citoyenne qui aille dans ce sens et qui oblige les partis finalement à prendre des engagements sur la limitation des dons, sur la suppression des réductions d'impôts et pourquoi pas également sur la mise en place d'un système comme les bons pour l'égalité démocratique. Benoît Hamon, où en toute transparence j'ai fait sa campagne comme conseillère économique en 2017, il s'était battu pour ça. La transparence sur les dons, c'était quelque chose qu'il avait mis sur le devant de la table et il avait fait preuve de transparence sur les dons qu'il avait reçus pendant la campagne de 2017. Il fait campagne avec l'argent du Parti socialiste et qui est de l'argent public. Oui, mais c'est pour ça que ça vient un peu trop tard. Parce que justement, si vous vous engagez pas en amont, on peut dire oui, c'est facile pour Benoît Hamon de dire, écoutez, moi, je vais faire campagne en mettant les noms de mes donateurs, mais en fait, il reçoit très peu de dons, donc c'est pas très impliquant. Il reçoit beaucoup d'argent public, sauf que c'est le système qui veut ça. C'est pour ça que si on avait une mobilisation citoyenne et que l'ensemble des partis prenaient position sur ces sujets, ça permettrait de faire progresser les choses. Et moi, je pense que le spectre des partis qui peuvent prendre position sur ce sujet est assez large. Forcément, les partis de gauche. On a des partis, notamment en centre-droite, je pense en particulier au MoDem et à François Bayrou, qui ont quand même eu un discours. François Bayrou, il proposait la banque de la démocratie. Pourquoi ? Parce qu'il voyait bien qu'il y avait un problème de financement des petits partis et des petits candidats pour les élections. Donc, il pourrait aussi se dire, ben voilà, on va aller plus loin, on va faire les bons pour l'égalité démocratique. Et enfin, je pense que même en même temps, il était ministre de la Justice, il a rédigé la loi sur la moralisation de la vie publique et la Banque de la démocratie, elle a été détricotée dès qu'il est parti. Avant même, oui. Non, mais pas parce que bon, son départ, mais oui, ça a été détricoté ensuite. Malheureusement. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des responsables politiques qui s'intéressent à vos propositions? Oui. Qui viennent vous voir, qui essayent de les reprendre? Est-ce que public, par exemple, y songe? Est-ce que ça progresse? J'aurais bien aimé, mais ça a pas pris énormément de place sur la place publique. Mais j'en ai parlé avec Olivier Faure, j'en ai parlé avec Manon Aubry. J'en ai parlé. J'ai envoyé mon livre à Yannick Jadot, j'ai envoyé mon livre à Jean-Luc Mélenchon, j'ai aussi envoyé mon livre à François Bayrou. Moi, je pense qu'il faut que ça progresse dans le débat public. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, fondamentalement, même les responsables d'un parti comme La République En Marche, qui bénéficie aujourd'hui de ce système, devrait se rendre compte que ce système est mauvais pour la démocratie française, pour son équilibre de long terme. Le mouvement des Gilets jaunes vient faire l'illustration de façon paroxystique. On le voit avec le mouvement des Gilets jaunes et on a pu le voir dans d'autres pays avec l'explosion des populismes, je pense en particulier en Italie. On peut pas quand même être uniquement centré sur notre nombril et penser à la prochaine élection. Moi, si j'étais représentant de La République En Marche et élu pour ce parti, même si j'avais bénéficié des dons privés, je pense qu'en découvrant un certain nombre de choses que je mets dans mon livre, je me dirais ce système n'est pas sain, même si j'en ai bénéficié, mettons en place un système qui soit davantage démocratique et qui reconstruise une relation de confiance de long terme entre les citoyens et leurs représentants politiques. Est-ce qu'on peut imaginer que ce sujet vienne à l'ordre du jour d'un référendum d'initiative citoyenne? Enfin, est-ce que dans le grand débat, là, vous allez essayer de pousser ces propositions? Oui. C'est un peu maintenant ou jamais. J'espère que c'est pas maintenant ou jamais, parce que sinon, dans 6 mois, vous allez me dire, écoutez, c'est dommage. Toujours pas. Vous avez laissé passer votre moment. Non, je pense qu'on pourrait avoir un référendum d'initiative citoyenne, d'une part, sur la limitation des dons privés aux partis politiques. Je pense qu'on pourrait avoir, et ça, franchement, je n'ai trouvé personne pour le défendre. Personne. Ni à gauche, ni à droite. Un référendum d'initiative citoyenne sur la fin des réductions fiscales associées aux dons aux partis politiques. Je n'ai trouvé personne pour me dire en quoi c'était légitime que les plus riches soient financés dans l'expression de leurs préférences politiques et pas la majorité des Français. Donc ça, on pourrait le mettre sur la table. Et je pense qu'enfin, on pourrait avoir un référendum d'initiative citoyenne, mais ça sera plus compliqué. Parce qu'il faudra davantage un travail de pédagogie sur un financement public différent et plus généreux de la vie politique en France. Le problème, c'est que malheureusement, il y a plein de gens qui disent « Ah oui, mais ces questions de financement, vous savez, c'est pas très sexy, voilà, c'est des questions d'économie. » En fait, c'est pas des questions d'économie, puisque ça nous dit les politiques qui vont être mises en œuvre par nos élus. En fait, c'est fondamental, et malheureusement, c'est sous le tapis, et il est un peu temps de le sortir de dessous le tapis. Quand on parle du financement politique et qu'on lit votre livre, vos recherches, on peut pas s'empêcher de penser au scandale de financement politique qui émaille la vie politique française à chaque
élection présidentielle. Pourquoi ne pas en avoir parlé? Est-ce que c'est un élément que vous ne prenez pas en considération, ou simplement vous avez voulu circonscrire l'objet de vos recherches aux donateurs et au financement public? C'est pas que j'en parle pas, je note que je n'en parle pas, et je revois notamment un certain nombre de livres, par exemple de Fabrice Arfi ou des travaux de Mediapart qui font ce travail-là. Moi, je voulais une étude assez systématique des financements privés et des financements publics avec des comparaisons. Je parle de 10 pays dans le livre, on remonte aux années 1950 et j'essaie d'établir des séries de chiffres en fait pour voir comment ça a évolué, l'impact des différentes réformes. Le problème, c'est que comme chercheuse, malheureusement, j'ai pas une vision systématique, on va dire, de tous les scandales. Donc je sais qu'il y a le problème du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, je l'évoque autour d'une phrase. J'ai toute une introduction de chapitres qui commence sur tous les scandales qui ont accompagné celle de 2017, mais j'ai pas de chiffres précis. D'une certaine manière, je renvoie à Mediapart et à d'autres médias parce que je pense que c'est central. Le problème, c'est que trop souvent, ça, c'est utilisé pour ne rien faire de manière systématique sur le système tel qu'il est et tel qu'il est de manière légale. Et sauf que ce système tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire sans financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, sans Big Malion, sans dons d'origine trouble, sans Karachi, sans la problématique autour de 100 000 euros de dons reçus par La République En Marche, même sans toutes les interrogations qu'il y a eu sur un certain nombre de facturations pour la France Insoumise. En fait, on peut citer même Benoît Hamon, il y a eu des interrogations de la Commission nationale des comptes de campagne sur des facturations. On peut citer tous les partis. Il y a des trucs pas très clean derrière tout ça. D'ailleurs, une petite parenthèse, ça témoigne du fait qu'on a aujourd'hui une Commission nationale des comptes de campagne qui n'a pas les moyens de faire son travail. Elle a moins de personnel aujourd'hui qu'il y a quelques années, alors que les comptes sont de plus en plus complexes, qu'il y a de plus en plus de partis, qu'il y a de plus en plus de candidats. Donc pour commencer, il faut redonner à cette commission les moyens de faire son travail. Mais pour moi, ce qui a été central, c'est le fonctionnement du système actuel tel que défini, on va dire, par les contours de la loi. Et même si on s'en tient seulement à ça, on voit aujourd'hui qu'on a une démocratie qui est capturée par l'argent privé, que je serais tenté de définir par 1 euro égale une voix, plus que par une personne égale une voix. Et moi, je pense. Vous dites aussi, la formule est assez belle, qui paie gagne en France. Oui, qui paie gagne en France, mais pas qu'en France, mais en France aussi. Non, mais c'est important de dire mais en France aussi, parce que souvent, ça fait partie de la réception de mon livre. Les gens qui ne veulent rien faire me disent ah oui, mais quand même fondamentalement, écoutez Julia, c'est quand même un problème américain, parce que nous en France, on peut pas dépenser plus d'une vingtaine de millions d'euros à la présidentielle, alors qu'aux États-Unis, ils dépensent plusieurs milliards d'euros. Nous, les dons sont limités, 7 500 euros. Qu'est-ce que c'est que 7 500 euros? Aux États-Unis, vous avez plusieurs centaines de millions d'euros. Je dis pas que ça va bien aux États-Unis, ça va pas bien du tout aux États-Unis, mais ça ne va pas non plus en France. Il faut qu'on arrête de vivre dans l'illusion d'une démocratie régulée. On vit dans une démocratie qui est capturée. Un sentiment de supériorité quand même sur ces sujets. Parce que moi, je me rappelle toujours la phrase de Jacques Chirac en 2007, juste avant l'élection, qui disait « Nous sommes sur ce sujet-là, à la pointe de la rigueur et de la modernité ». Est-ce que ce sera un peu la fin de l'entretien? Comment se situe la France au regard des autres démocraties occidentales ou même de l'Inde? Ou est-ce que quand même le système français reste pas ça dépend un des moins mauvais qui soit? Ça dépend ce qu'on regarde. Si on regarde la limitation et l'encadrement des dons, par exemple, la Belgique fait mieux que nous. Si on regarde le fait qu'on limite, qu'on a interdit même en France les dons des entreprises, là on fait beaucoup mieux que l'Allemagne, on fait mieux que l'Italie, on fait mieux que le Royaume-Uni, et j'invite toutes ces autres démocraties à aussi interdire les dons des entreprises. Si on regarde la transparence des dons, là on fait beaucoup moins bien. Donc ça dépend vraiment des aspects qu'on regarde, et c'est pour ça qu'en fait dans le livre je m'en tiens pas à la France. Je pense qu'en fait si on prend des bouts de différentes démocraties, on peut arriver à une certaine forme de système idéal, mais il faut aussi accepter les faiblesses de notre système et accepter de les réformer. Et je pense que cette réforme-là, elle est urgente, et on le voit encore un peu plus aujourd'hui avec la crise des Gilets jaunes. Merci beaucoup Julia Cagé. Merci Anton. Merci. À bientôt.